Andrea Dworkin, elle a cette formule incroyable. Elle dit « La vie de chaque femme est liée à celle d'une femme avec qui elle est en désaccord. » La droite, elle est partout. C'est une augmentation mondiale, donc on n'est pas les seuls à avoir peur. Alors, pour faire face à la montée de la droite ou à la montée du fascisme à laquelle on assiste un peu partout sur la planète, mais bon, qui est plus chez nos voisins du Sud et malheureusement, on le sent aussi au Canada, peut-être qu'une des choses les plus importantes, c'est de s'informer, c'est-à-dire qu'il faut développer un discours critique. On n'a jamais autant parlé de politique, on n'a jamais autant parlé d'économie, parce qu'avec l'élection de Donald Trump, c'est sûr que les discussions sont devenues beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses qu'avant. Et pour moi, ça, c'est positif. Donc, on paye le prix, mais en même temps, je pense qu'il y a une sorte de littératie politique qui est en train de se faire, si ce n'est que parce qu'on s'informe, sans doute plus qu'avant. On s'intéresse à des enjeux qui peut-être nous intéressaient moins avant. Et en tant que féministe, moi, ça me rassure. Mais il y a forcément un lien entre la misogynie et la montée de la droite. Et ce n'est pas une hypothèse qui est sans fondement. Le discours de droite, c'est un discours qui est éminemment misogyne, homophobe, raciste, transphobe. C'est vraiment un discours qui veut niveler les différences, qui veut mettre en avant la figure de l'homme blanc ou remettre en avant, pour reprendre leurs mots, la figure de l'homme blanc. Bon, je mets tout entre guillemets là, parce qu'il faut un peu caricaturer si on veut arriver à dire quelque chose. Un des éléments que la droite déteste, c'est le discours critique. La droite veut fonctionner par slogan, avec des messages très courts, très brefs, peu nuancés. La droite remet en question les résultats scientifiques, la recherche, la valeur de la recherche. La droite va nous amener à confondre la fausseté et la vérité, d'où l'importance de pouvoir départager les différentes sources d'information, celles qui sont fiables, celles qui sont moins fiables. Et pour donc développer un discours critique, non seulement il faut faire preuve de littératie médiatique, mais il faut probablement faire un peu l'effort de s'informer autrement, aller chercher des sources d'information où les textes sont plus longs, plus nuancés, de la part de gens qui sont de vrais chercheurs, de vrais penseurs, dont l'autorité est affirmée par un certain nombre de publications, des comités de pairs, etc. Mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'une pensée qui serait comme du prêt-à-porter, qui serait toute cuite, prête à être mangée, à être consommée sans qu'on ait à se poser de questions. C'est un danger, c'est clair, il ne faut pas aller là-dedans. Le premier droit qui est attaqué, c'est évidemment le droit du libre choix par rapport à l'avortement. C'est majeur. S'attaquer au droit à l'avortement, c'est renvoyer les femmes à la maison, renvoyer les femmes dans un statut de dominé, si on veut, donc qu'elles aient moins accès au travail. Comme ici, si on coupe dans les CPE, on est en train de renvoyer les femmes à la maison. Donc, la notion d'écoute radicale, c'est justement dans le but de l'empathie. C'est-à-dire d'être capable de s'attarder à la personne qui est devant nous, de l'écouter en nous mettant, nous, entre parenthèses, en essayant de mettre de côté nos propres biais, nos propres idées préconçues, nos attentes, et de s'adapter, si on veut, à la personne qui est devant nous. Si les médecins pouvaient écouter radicalement les patients, je pense que les choses iraient pas mal mieux. Si le gouvernement pouvait écouter radicalement les professionnels des soins ou les médecins, les choses iraient sans doute mieux. Donc, l'empathie, littéralement, c'est se mettre à la place d'eux, c'est être dans les souliers de quelqu'un d'autre. Bien, pour y arriver, peut-être qu'il faut arriver à les écouter. Ce qu'elle explique, Andrea Dworkin, c'est qu'il faut comprendre pourquoi les femmes où certaines femmes peuvent s'allier au pouvoir. C'est que ces femmes-là vont se dire, il n'y a pas de chance que les choses changent et j'aime mieux tirer mon épingle du jeu. J'aime mieux miser et avoir l'assurance de gagner dans ce contexte-là que de me retrouver dans la rue. Ce que Andrea Dworkin appelle les femmes de droite correspondent à ça. C'est celles qui se disent, si on ne peut pas les battre, on va s'allier à eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'Andrea Dworkin, c'était une féministe vraiment radicale et qui écrit son livre sans du tout juger ces femmes-là. Il faut être capable de se mettre à la place des autres, même à la place des personnes qu'on n'aime pas ou à la place des gens avec qui on est en désaccord. Et je vais finir là-dessus. Andrea Dworkin, elle a cette formule incroyable. Elle dit « La vie de chaque femme est liée à celle d'une femme avec qui elle est en désaccord. » Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour freiner cette avancée des mouvements des droites?
Bien, il ne faut pas se désengager. Ça, c'est la première chose. Ne surtout pas se désengager. Pas se dire que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est extrêmement difficile parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'impuissance. Prendre la parole, qui plus est quand on est une femme et quand on est féministe, oui, ça a un coût. Le coût, il est manifeste parce que tout d'un coup, on reçoit des messages qui nous agressent, des messages violents, des messages où on nous cible. Donc oui, ça a un coût de parler, de prendre la parole. Mais à chaque fois, moi, je me dis, mais est-ce que le coût n'est pas plus élevé si on ne la prend pas, la parole? Est-ce que le silence n'est pas plus coûteux au final? Mais comment on fait? Bien, on fait à petite échelle. On fait avec proche de nous. Les enfants, les proches, nos conjointes, les parents, les grands-parents. Et on y va comme ça. Donc, ça veut dire éduquer sur le discours de droite, insuffler la vigilance, la transmettre, se faire le bâton du relais par rapport à la vigilance, investir les lieux où on peut agir. Donc, dans votre cas, j'imagine que le lieu syndical, c'est un lieu où vous pouvez agir. Vos milieux de travail sont des lieux où vous pouvez agir. Parler, c'est une manière d'agir. Ne pas prendre la parole serait pour moi d'une lourdeur infinie, je serais d'une culpabilité infinie de n'avoir rien dit.